Le grand reportage. Vendredi 1er février, il est 11h au moment où notre équipe de reportage arrive à Ekpossa, à 18 km de Grand Laou, là où se trouve le débarcadère permettant de rejoindre la presqu'île de Laou-Panda. Le soleil brille encore dans le ciel et les reflets de ses rayons dans l'eau offrent une vue impeccable. Plusieurs embarcations nous attendent au débarcadère. Des jeunes piroguiers nous accostent au moment où nous garons notre véhicule. 5 minutes de négociation et ça y est, marché conclu. Nous devons débourser 8000 francs CFA en aller et retour. Nous voilà dans une petite embarcation en bois où sont dressés une dizaine de bancs et un toit pour nous protéger du soleil. Une traversée agréable sur les vagues de 3 eaux qui cohabitent sans pourtant se mélanger. La mer, le fleuve Sassandra et la lagune. Le bruit du moteur vient hélas troubler la douceur qu'on éprouve en pareille circonstance. 20 minutes plus tard, nous voici à Laou-Panda. Une bande de terre située entre mer et lagune. Le sable mouvant, chauffé, qui défile sous nos pieds, vient d'ailleurs nous rappeler que la mer n'est pas loin. Une mer qui se déchaîne chaque jour et emporte tout sur son passage. Le spectacle qui s'offre à nous dans le cimetière du village est désolant. Des tombes détruites, des pagnes mortuaires qui gisent au sol, des conséquences de l'érosion côtière qui a déjà englouti la plus grande partie de Laou-Panda depuis des décennies. Le professeur Oshu Abe Delphin, spécialisé en physique de l'atmosphère, nous explique ici le phénomène. L'érosion côtière, c'est le fait que la mer lutte en permanence avec la terre ferme. Et donc, dans ce mouvement, il arrive que la mer gagne du terrain sur la terre. C'est un phénomène géomorphologique. Mais ce phénomène, depuis environ 2 ou 3 décennies, est exacerbé par un autre phénomène naturel qui est le problème du changement climatique. Or, le problème du changement climatique est tout à fait lié aussi au problème océanique. La température de la surface de la mer, à la température de l'air, c'est tout cela qui fait donc le changement climatique. Mi-décembre, une vingtaine de tombes ont été ravagées. Le témoignage de Enyi Nyamba Charles, président des jeunes de Laou-Panda. C'était une nuit, vers les 4 et 5 heures du matin, on nous a interpellé qu'il y a des tombes qui partaient. On était sur le lieu, on a vu même les eaux, le reste des trucs, des cercueils que la mer emportait, mais c'était pitoyable. Jusqu'à présentement, la mer continue de ravager encore. On voit là des tombes vraiment détruites et on nous a montré la tombe d'un chef du village même qu'on a vu qui est carrément cassée. Oui, c'est le chef Vincent Ledjou. Vraiment, la mer n'est pas loin, à 20 mètres. Ça détruit la tombe, hein? Oui, ça détruit complètement la tombe. Ça détruit, on n'a même pas pu trouver même quelques squelettes, même de trucs du corps. Donc vraiment, c'est pitoyable cela. Alors là où nous sommes même arrêtés sur des tombes aussi emportées. Oui, nous sommes arrêtés sur des tombes qui sont déjà emportées, mais plus d'une vingtaine qui sont déjà emportées. Vous voyez, nous sommes même au cimetière, en plein milieu même du cimetière. La mer elle vient très rapidement, en moins d'une semaine même, tout cela va rentrer dans la mer. Amélie Assière, 70 ans environ, qui a vu certains corps flotter sur la mer, n'en revient toujours pas. Le regard noir, la mine triste, au bord des larmes, les bras levés vers le ciel, elle implore, médite, appelle à l'aide pour sauver Laou-Panda, un village qu'il a vu naître, grandir et qui se dérobe devant elle ces dernières années. Laou-Panda, ça nous coûte cher. Mais nos parents, là, tous s'en vont là. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur. On ne sait pas où il faut aller. On n'a personne pour nous sauver. Donc on veut que le gouvernement n'a qu'à nous aider pour sauver le village. Pour que tous nos corps là n'ont qu'à rester en place. On ne peut pas aller dans la mer pour chercher un corps. Quand tu vois ton corps qui s'en va là, quand tu le vois passer, là, quand tu vois les eaux là, ça fait très mal. Le gouvernement a dépêché une délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable à Laou-Panda. Délégation conduite par le directeur du cabinet, François Coiblanc. La première solution, c'est d'aider les populations à déplacer la tombe qui est déjà, j'ai envie de dire, à moitié engloutie. Il nous a été rapporté qu'il y a eu des ossements humains qui ont été retrouvés sur d'autres plages au dehors des Grands Laous. Donc ça veut dire que le problème, vraiment, le ministre a pris le problème à bras le corps. Il faut apporter des solutions. En attendant donc les solutions durables, nous voulons que nos populations adhèrent à l'idée
de déplacer les tombes sur un autre site. Et je crois que M. le maire, qui est le porte-parole des populations, vient de nous donner cet accord-là. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu le retour de notre mission. Si le maire est optimiste, ce n'est pas le cas pour de nombreux villageois que nous avons rencontrés sur place. Ils s'opposent à la délocalisation des tombes et souhaitent plutôt la fermeture de l'embouchure sur son site actuel. En les délocalisant pour trouver un autre site, c'est-à-dire les exhumations, on laisse encore la place à la mer pour avancer. Nous aurions aimé, dans un premier temps, on nous apporte un engin pour draguer de l'eau, pour freiner l'avancée de l'eau, de sorte qu'on vienne fermer. Ensuite, l'embouchure, remblayer l'espace qui est déjà touché, qui se trouve à côté de la mer, du cimetière. Franchement, l'État veut exhumer les corps. C'est normal, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en exhumant, la mer avance. On exhume 10 corps, la mer prend la place de 10 corps. On exhume 1000, la mer prend la place de 1000 corps. Mais une telle solution n'a aucune base scientifique pour l'heure, selon le professeur Ochou, qui dirige également le projet WACA en Côte d'Ivoire, le programme de gestion du littoral ouest-africain. Il y a eu déjà des ouvertures de brèches au niveau de l'embouchure, mais très rapidement, ça s'est refermé. Donc ça veut dire que le phénomène qui se passe et qui nous crée ce problème est complexe. Nous avons 3 systèmes d'eau qui sont en conflit. La mer, et il y a le fleuve qui vient se jeter à la mer. Les deux viennent sur la lagune. Et donc ce phénomène, il faut l'étudier. Plusieurs études sont en cours pour cerner le phénomène et tenter d'apporter des solutions. En attendant, chaque jour, les morts sont menacés, les vivants non plus ne sont pas épargnés. Dans le village des pêcheurs situé non loin du cimetière, à proximité de l'embouchure, des maisons en bois sont arrosées par les vagues de la mer. Plusieurs dizaines d'entre elles gisent au sol. Le village des pêcheurs regroupe en majorité des ressortissants de la CEDEAO, Ghanéens, Togolais, Béninois. Un village qui se déplace au gré de la mer. Ces pêcheurs, fatigués de courir, ne savent plus vers qui se tourner. Kwasi Kwadio Baraka est le chef de la communauté CEDEAO. La bouchée, ça nous poursuit. Ah, ça n'arrête pas. À nous déborde. Et puis, actuellement, maintenant, nous, ça va rejoindre le cadavre qui sont au cimetière ici. Vraiment, ça nous choque. D'autres ont pu déménager plusieurs fois, mais à quel prix? Il y a des gens qui se sont déplacés plus de 3 à 4 fois. Les maisons, on les casse et puis après on les remonte dans un autre site. C'est comme ça. Moi-même, je me suis déplacé 3 fois. La 3e fois, je me suis retrouvé de l'autre côté dans le village. Au lieu de se déplacer chaque fois, la mer, on ne peut rien contre la mer. Comment des gens qui voient la mer à leur fenêtre acceptent de dormir encore dans ces sites? Quelqu'un qui a dépassé sa maison plus de 4 fois, il faut la dépasser une 5e fois. C'est des moyens. Ouais, une maison construite à plus de 300, 400 000. La mer arrive à ta porte, tu dois la casser, de trouver un autre coin pour l'installer. Si la mer arrive encore, il faut retenir encore, casser, répartir un autre site. Donc c'est ça qui est le problème. Et puis actuellement, les gens manquent de moyens pour partir. Là vous voyez que les maisons sont dans les cimetières. S'ils ont les moyens, ils vont aller rapidement. Ceux qui ont eu les moyens ne sont pas de l'autre côté, sur le nouveau site qu'ils ont donné. Ceux qui n'ont pas les moyens sont encore là. Et bien, on casse, on dépose et puis ils sont dans la rue. Laopanda était jadis une cité paisible où régnait l'administration coloniale, une ville moderne qui avait toutes les infrastructures y afférentes. Eni Akaliona, âgé aujourd'hui de 71 ans, s'en souvient encore. Je vivais moi-même là-bas avec mes grands-parents de l'autre côté. Là où on voit la mer actuellement? Ouais, oui. Mon grand-père avait construit des maisons en pagaille là-bas, des étages, tout ça même, de l'autre côté derrière. Et puis, les colons ont dit non, le coin est débordé, donc on n'a qu'à se déplacer. C'est comme ça, nos grands-parents allaient là-bas, il est le seul même qui a l'étage. Quand vous étiez tout petit, vous couriez tout ça, il y avait la terre ferme, on jouait? On jouait au ballon, voici le terrain même. C'est le terrain qui est là. Voici. Sous la mer là? Oui, sous la mer là. Le terrain principal qui est sous la mer là, c'est là, on jouait. Et tout ça là, il y avait les colons, tout ça ici. En 1946, Soufouboigny était là, parce que comme il a traversé, ils ont pris 2 grosses pirogues, et puis ils ont soulevé sa voiture, ils ont déposé des planches, ils ont déposé dessus, il a traversé. Vous voyez le bâtiment qu'on vous a montré? Le bâtiment au toit rouge? Toit rouge, c'est là-bas, il a fait son premier discours, en 1946. Dans le village des pêcheurs, une bâtisse abandonnée de 2 niveaux ne passe pas inaperçue. C'est la prison coloniale. Dans quelques semaines, ce bâtiment pourrait se retrouver dans la mer. Un bâtiment pourtant rempli d'histoire. Ce bâtiment, c'est le reste de la prison civile, la prison coloniale. Nous sommes donc
dans le quartier colonial. Et la grande partie de ce quartier est rentrée dans la mer. Il ne reste que ce bâtiment-là. La sous-préfecture était juste à côté, mais ça vient de partir. Et ce bâtiment, autrefois en 1913, a accueilli le prophète William Wadé Ariste. Donc il y a eu un complot qui a fait que l'administration coloniale, qui voyait un danger dans ce prophète, qui ne voulait pas que les populations se révoltent, a donc emprisonné le prophète dans cette prison-là. Les mauvaises langues disent que le prophète, avant de partir de Grand Laou, il n'est pas très content. Donc vraiment, il a proféré des paroles assez sévères. Alors de sorte que plus tard, les populations de Grand Laou ont essayé d'organiser un certain nombre de prières et tout ça pour demander pardon à Dieu pour les péchés qu'ils ont eu à faire par le passé. Vous croyez que c'est ça qui envoie la mer casser les maisons? On ne sait pas, c'est possible. C'est possible. Il faut dire que l'église Ariste même est bâtie dans le village. Et au niveau de l'église Ariste, la mer subit des mouvements de flux et de reflux. Mais dans tous les cas, nous demeurons en prière pour faire en sorte que la mer n'envahisse pas tout le village. Mais la foi face à l'épreuve peut être souvent ébranlée. Il se raconte dans le village qu'un prêtre a abandonné ses paroissiens face à l'avancée de la mer. Nous avons eu un prêtre charismatique qui a même construit une grotte mariale. Mais il se trouve qu'avec les menaces de la mer, le prêtre nous a abandonnés et il est parti. Je suis sûr que si le prêtre était resté là, Dieu allait avoir pitié de nous. La mer, en avançant, allait quand même avoir des mouvements de repli pour laisser le village tranquille. Au moment de boucler ce reportage, nous n'avons pu entrer en contact avec le prêtre en question pour écouter sa version. Laoupanda est devenu au fil des ans un petit village qui disparaît sous la mer, lentement mais sûrement. Comme solution, il est envisagé la délocalisation, mais les habitants ne sont pas prêts de quitter leur village. Que dit l'expert? Écoutons le professeur Ochou. On ne peut pas déplacer des populations contre leur gré. Mais on ne peut pas non plus déplacer les populations en leur défaveur. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous demande de vous déplacer, ça veut dire que les gens feront tout pour vous mettre dans de meilleures conditions de vie. Et parfois, vous ne vous déplacez pas pour aller très loin des lieux. Vous êtes toujours proche du lieu, mais en ce moment-là, vous êtes un peu plus en sécurité par rapport à la situation qui prévaut. Plus généralement, c'est tout le littoral ouest africain qui est menacé. La Côte d'Ivoire doit donc s'inquiéter pour ses intérêts économiques situés en bordure de mer. Professeur Ochou. Nous avons 2 ports qui sont au niveau de la mer. Et si il y a des problèmes d'érosion côtière, ces ports peuvent être menacés. Nous avons l'aéroport international, pas très loin de la mer, la Cire, Grand Bassam, un patrimoine de l'UNESCO. C'est une ville balnéaire, tout comme Assini, qui sont ce qu'on appelle des points chauds. En attendant, les populations de Laoupanda, conscientes du changement climatique, sont très actives dans la sensibilisation. L'appel de Loi Daniel, ancien du village. Alors moi, je voudrais lancer cet appel-là pour sensibiliser nos parents. Nos parents, effectivement, autochtones, aussi bien que nos étrangers. De façon consciente ou inconsciemment, ils détruisent la forêt. Et ça a une répercussion sur l'écosystème. Alors je voudrais leur dire qu'il faudrait qu'on arrête cela. Nous avons aussi les mangroves. Et vous savez qu'il y a des poissons qui se reproduisent dans les mangroves. Mais le fait de les détruire, vraiment, ça pose un problème. Au moment de quitter Laoupanda, plusieurs questions défilent dans nos têtes. Ce village va-t-il s'en sortir? Nous laissons sur place des habitants affectés, mais déterminés à braver les difficultés pour sauver leur village. Et en pareille circonstance, c'est dans la Bible qu'il faut rechercher le réconfort. Christian Bogache, Jésus nous dit: je vous fais pêcheurs d'hommes. Nous voulons faire maintenant de pêcheurs d'hommes le président de la République, notre très cher Alassane Ouattara. Parce qu'on a pleuré depuis au temps de Gbagbo. On a barré la voie de la côtière. Ils ont donné un peu d'argent. Puisqu'ils n'ont pas fermé l'embouchure, il y a eu des engins, les poquelins, des bulldozers. Ils ont creusé, ils n'ont pas eu suite favorable. Il a fallu qu'on ferme là, avant d'aller creuser. Ça n'a rien donné, tout l'argent est gâté. Le ministre de l'Environnement était venu ici. On a pleuré pour lui dire que nos maisons coloniales, tout est parti dans l'eau. Il faudrait qu'on fasse tout pour ne pas que ça arrive à notre cimetière. Rien n'a été fait. On criait à haute voix pour ne pas que ça arrive à ce stade.
Aujourd'hui, nous voici menacés. C'est pour ça que nous voulons faire du président. Et lui aussi, même si nous sommes aveugles, qui vient nous attraper la main pour nous conduire vers la bonne voie. Parce que même si nous sommes perdus, il faut chercher tes brebis pour les attraper. Amen. Amen. Et c'est ici que s'achève le grand reportage pour aujourd'hui. Traoré Abdoulaye, Oka Honoré, Adama Bakayoko. À bientôt pour un autre numéro. Le grand reportage.